A été signé cet après-midi entre le gouvernement et les organisations syndicales. Une rencontre présidée par le président du comité technique tripartite, par ailleurs ministre secrétaire général adjoint du gouvernement, Hissène Brahim Taha. Ce matin, le ministre de la Santé publique, Mahamoud Youssouf Khayal, a lancé les travaux de l'atelier d'adoption et de validation de la politique nationale de lutte contre la trypanosomiase des assises prévue pour durer 2 jours. Le site de Gawi, situé à une dizaine de kilomètres environ de la ville de N'Djamena, a reçu la visite ce matin de la directrice générale de la Maison de la Femme, Amina Longo. Priscille est allée rencontrer les femmes potières de la localité. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télé Tchad. Un protocole d'accord est signé entre le gouvernement et les organisations syndicales cet après-midi à la présidence de la République. Une cérémonie présidée par le président du Haut Comité technique tripartite, par ailleurs ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Hissène Brahim Taha. Des précisions dans ce reportage a signé Nasson Noditi. Le protocole d'accord signé ce 9 janvier 2020 entre le gouvernement et les organisations syndicales sous l'implication personnelle du chef de l'État Idriss Déby Itno comporte 3 points. 6 personnalités ont apposé leur signature au bas du dit protocole. Pour la partie gouvernementale, le ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social, Ali Mbodou Mboudoumi, le ministre des Finances et du budget, Tahir Hamid Ngileng, pour la plateforme syndicale revendicative, Mohamed Nasraddin Moussa, la Confédération libre des travailleurs du Tchad, CLTT, Brahim Ben Saïd, la plateforme syndicale pour le dialogue social, Mohamed Tahir Hassan Gouchilaï, et le facilitateur, Ali Abbas Sechi. Il aurait fallu 4 heures de discussion entrecoupé d'amendements de part et d'autre pour aboutir à cette signature selon la paix des braves entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Toutes ces formalités juridiques se sont déroulées sous le regard et la supervision du président du Haut Comité technique tripartite, le ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Hissène Brahim Taha. Pour lui, la signature de ces protocoles d'accord est l'expression à la fois visible et lisible de la volonté du gouvernement et des partenaires sociaux de s'atteler au seul combat qui vaille la peine d'être mené, celui de tirer notre pays vers le haut. Le présent protocole d'accord, conclu un jour seulement après la rencontre mémorable avec le chef de l'État et la concrétisation manifeste et ouverte en faveur de l'ensemble des travailleurs du message de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à la Nation le 31 décembre 2019. En acceptant concéder aux agents de l'État, sur moins de 2 ans, l'ensemble des points de revendication des travailleurs tels que prévus dans les documents du Haut Comité technique tripartite, le chef de l'État veut engager les responsables syndicaux et l'ensemble des agents de l'État sur l'obligation citoyenne de consolider la paix sociale pour mieux optimiser les rendements et assurer l'efficacité des écoles, hôpitaux et divers services publics, de privilégier le dialogue et éviter à tout prix les grèves qui retardent le progrès économique. Le ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Hissène Brahim Taha, devait par la suite préciser que ce protocole d'accord sera étoffé par impact social. La signature du présent accord, symbole fort pour nous tous individuellement et collectivement, n'est pas une fin en soi. Les dispositions seront prises dans un meilleur délai
pour la conclusion d'un pacte social devant consacrer une paix sociale durable dans notre pays. Car cet accord, s'il est un aboutissement, est d'abord et avant tout un point de départ. Il constitue pour le gouvernement et l'ensemble des partenaires sociaux un mandat pour agir et une responsabilité pour s'engager dans une dynamique d'exemplarité et de renouveau en cette circonstance économique et financière encore difficile. Aussi, convient-il de relever que cet accord nous engage non seulement dans la mise en œuvre de ces dispositions, mais nous motive tout davantage à poursuivre et maintenir le dialogue. Au finish, membres du gouvernement, défenseurs des droits moraux et matériels des travailleurs et conseillers techniques du président de la République se sont séparés, tous souriants. Les âpres discussions et joutes oratoires ayant émaillé les 5 rounds de négociations sont désormais classés aux oubliettes pour ne laisser place qu'à l'espérance d'un avenir radieux. Découvrons ensemble le contenu de ce protocole d'accord. Il est rendu public ici par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Oumar Yahya Hissène, membre du Haut Comité technique tripartite. Suivez. Protocole d'accord entre le gouvernement et les organisations syndicales. Considérant la déclaration du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, dans son message à la nation le 31 décembre 2019, considérant le protocole d'accord du 26 octobre 2018 entre le gouvernement et la plateforme syndicale revendicative, considérant l'intérêt supérieur du pays, considérant l'impérieuse nécessité de la paix pour la relance de l'économie nationale, convaincu que le dialogue et la négociation constituent la seule issue de prévention et de résolution de conflits entre les partenaires, considérant les points de revendication des organisations syndicales, portant notamment sur le rétablissement de 35% des augmentations générales et spécifiques, le rétablissement des indemnités et primes, la levée de gel des effets financiers des avancements et reclassements, le rétablissement du paiement des frais de transport. Le gouvernement et les organisations syndicales signataires du présent accord conviennent de ce qui suit sur les revendications des organisations syndicales au titre des augmentations générales et spécifiques. Le gouvernement s'engage à opérer le rétablissement des 35% restants comme suit: 20% en janvier 2020, 15% en juillet 2020. Au titre des indemnités et primes, le gouvernement s'engage à opérer le rétablissement des 50% retenus selon les taux ci-après: 15% en janvier 2020, 20% en juillet 2020, 15% en janvier 2021. Au titre de la levée de gel des effets financiers des avancements et reclassements, le gouvernement s'engage, après évaluation, à lever le gel des effets financiers des avancements et reclassements pour compter de janvier 2020. Au titre des frais de transport, les économies qui pourront être réalisées suite aux travaux d'assainissement du fichier de la solde et l'audit des diplômes seront affectées au paiement partiel des frais de transport. Le reliquat sera réglé par le gouvernement de façon graduelle. Au titre de la signature d'un pacte social durable, dans l'optique d'une paix sociale durable, le Haut Comité technique tripartite HCTT mettra en place une équipe afin de préparer un pacte social durable dans un délai n'excédant pas 45 jours. La partie syndicale s'engage à suspendre la grève déclenchée le 7 janvier 2020 jusqu'à la signature du pacte social durable. Les deux parties s'engagent à respecter les termes du présent protocole d'accord. Le gouvernement et les organisations syndicales, signataires du présent accord, se félicitent du climat serein qui a prévalu et favorisé les échanges constructifs tout au long des négociations. Fait à N'Djamena, le 9 janvier 2020.
Et justement, nous venons de le voir, le gouvernement et la plateforme syndicale revendicative viennent d'accorder leur violon, mettant ainsi fin à une grève de 48 heures et un ralenti le système administratif. Le sujet a inspiré notre reporter Amatia Abbas. La plateforme syndicale revendicative et le gouvernement sont désormais sur le bon chemin. Ce chemin vient d'être tracé par le président de la République, Idriss Déby Itno, qui fait du dialogue social une priorité absolue. Il convient de rappeler que les négociations menées hier et certifiées par le chef de l'État prouvent la bonne volonté du gouvernement qu'il est ouvert au dialogue afin de répondre aux besoins des travailleurs tchadiens. Pour lier l'acte à la parole, les propositions faites par le président de la République aux responsables de la plateforme syndicale ont trouvé une oreille attentive auprès des travailleurs. En réponse, ceux-ci décident de reprendre le chemin du travail dès ce jeudi. Ce geste salutaire des travailleurs tchadiens démontre que le dialogue reste et demeure le socle de la paix sociale. À cœur ouvert, nous souhaiterons que le gouvernement et la plateforme syndicale priorisent l'intérêt général de la nation tout en mettant au sommet l'avenir de nos enfants à reprendre le chemin de l'école et surtout de nos malades d'être pris en charge par le personnel soignant. C'est pourquoi, entre les deux partenaires, personne ne souhaite retomber dans les erreurs du passé. La crise financière qui traverse le pays n'est un secret pour personne. Pour pallier cette situation financière critique, des efforts considérables ont été réalisés par le gouvernement. Et même les travailleurs tchadiens dans leur ensemble ont su faire des sacrifices justes. Ce qui a été d'ailleurs salué et reconnu par le chef de l'État lors de son traditionnel message de fin d'année à toute la nation. Malgré cette crise, le gouvernement a toujours respecté ses engagements. Tout naturellement, la plateforme syndicale doit davantage se revêtir de sa robe pour défendre les droits sociaux des travailleurs. Mais celle-ci non plus doit jouer le rôle d'une opposition sans position. Ce qu'il faut reconnaître aujourd'hui, que malgré la situation économique difficile que traverse le pays, le gouvernement, toujours fidèle à ses engagements, a versé régulièrement les salaires aux fonctionnaires et ce, malgré les marasmes économiques qui pèsent sur lui. Aujourd'hui, et comme toujours, tout l'espoir est fondé sur les différentes propositions faites par le chef de l'État. Il revient aux responsables syndicaux de les traduire en actes pour le grand bonheur du peuple tchadien. Il n'y a que seul le Tchad dans son ensemble qui sort grandi, car la grève n'a jamais contribué au développement socio-économique d'un pays. De tout temps, le dialogue demeure le seul moyen pour fédérer les énergies et cultiver la confiance pour une paix sociale durable. Le gouvernement et les syndicats sont avant tout des partenaires sociaux appelés à s'écouter mutuellement. En somme, les deux parties doivent consentir davantage d'efforts pour la pérennisation de la paix sociale, chère à tous, et en premier chef, le président de la République, chef du gouvernement, Idriss Déby Itno, dont le rôle dans le retour de la situation à la normale a été capital. Au cours d'un point de presse a fait ce matin, le président de l'Association des jeunes pour la paix, le développement et l'émergence du Tchad se dit satisfait de l'issue finale des négociations entre le gouvernement et la plateforme syndicale revendicative. Suivez. Comme vous le savez déjà, depuis hier mercredi janvier 2020, le gouvernement et la plateforme syndicale revendicative sont parvenus à un accord. Un accord obtenu grâce à l'arbitrage du premier magistrat de la République, qui est son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Face à un tel dénouement, l'action des jeunes pour la paix, le développement et l'émergence du Tchad ne peut qu'exprimer sa satisfaction et féliciter l'implication personnelle du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Car après 4 tentatives de négociation, rien de précis ne s'est dégagé. Bien au contraire, des hésitations et autres tergiversations avaient plutôt conduit les syndicats à lancer un mot d'ordre de grève, chose dont n'a pas
besoin. C'est pourquoi, en sa qualité de garant de la paix sociale, le président de la République a jugé opportun de prendre les choses en main. On dit merci, merci et merci 1000 fois à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et puis la teneur de ces quelques communiqués de presse, ce communiqué de presse qui émane de la Confédération libre des travailleurs du Tchad, suite à un dénouement heureux à l'avantage des travailleuses et travailleurs du gouvernement et de notre pays, la grève ayant secoué l'administration publique et dont l'arbitrage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement est à saluer, tout en se félicitant de l'esprit de dialogue qui a prévalu dans les négociations avec en toile de fond l'impératif paix sociale. Le secrétaire général de la CLTT appelle tous ces militantes et militants des services publics à la reprise du travail le vendredi 10 janvier 2020 dès 7h. Ce communiqué signé du secrétaire général de la CLTT, Brahim Ben Saïd. Et puis le mouvement patriotique du Salut MPS se félicite également de la signature de cet accord qui a abouti grâce à l'implication personnelle du président de la République, président fondateur du MPS. Le mouvement patriotique du Salut encourage les parties prenantes à conclure au plus vite un pacte social pluriannuel afin de permettre à notre pays de créer des conditions propices à son développement à travers des investissements massifs, tant des partenaires extérieurs que des acteurs économiques nationaux. Ce communiqué signé du secrétaire général adjoint chargé de la communication porte-parole du parti, Maître Jean-Bernard Padaré. Dans un autre communiqué de presse, le président national de Viva Jeunesse RNDP, le camarade Abel Delpois-Sewa, se félicite de l'accord entre le gouvernement de la République du Tchad, piloté personnellement par son Excellence chef de l'État, Idrissa Déby Itno, et la dite plateforme syndicale revendicative, lequel accord est un débouché sur la levée immédiate de la grève pour permettre aux travailleuses et travailleurs de reprendre le service dès ce jeudi 9 janvier 2020. Ainsi, la jeunesse du Viva RNDP, par le biais de son président Abel Delpois-Sewa, se dit très satisfait de la manière selon laquelle le président chef de l'État a su diriger avec tact et sagesse ces négociations. Ce communiqué de presse est signé d'Abel Delpois-Sewa, président Viva Jeunesse RNDP. Et puis, par la voix de son président, l'association Firina vient par ce communiqué remercier le chef de l'État, son Excellence Idrissa Déby Itno, pour la sagesse et l'esprit d'ouverture qui a prévalu. Nous tenons aussi à remercier la plateforme syndicale qui se soucie du bien-être des travailleuses et travailleurs et qui, par un esprit patriotique, a permis d'étouffer cette crise. Ce communiqué est signé du président de Firina, Izzadine Amata Tidjani. Enfin, c'est avec une grande satisfaction que le syndicat indépendant du personnel de la radiodiffusion et de la télévision du Tchad, CIPRAT, a appris qu'un accord vient d'être conclu entre le gouvernement et la plateforme syndicale revendicative. Le CIPRAT salue la maturité des deux parties qui ont privilégié l'intérêt des travailleurs partant de tout le peuple tchadien. Le CIPRAT exhorte le chef de l'État, garant de la paix sociale et de la cohésion nationale, à veiller à l'application de cet accord, fruit d'une longue et difficile négociation. Ce communiqué signé du président du CIPRAT, Abdel Sadiq Ali Amata. Tout autre chose à présent, sachez que le ministre de la Santé publique, Mahamoud Youssouf Khayal, a donné le coup d'envoi ce matin des travaux de l'atelier d'adoption et de validation de la politique nationale de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine. Un atelier qui durera du 9 au 10 janvier. Le point avec Mariam Hassanissen. La trypanosomiase humaine africaine est une pathologie également connue sous le nom de maladie du sommeil. Causée par la piqûre de la mouche tétée, touche pour la plupart la population subsaharienne. En 2009, le nombre de cas notifiés est passé en dessus des 10 000 pour la première fois en 50 ans. Et en 2018,
977 cas recensés selon l'OMS. Le diagnostic et le traitement de cette pathologie sont complexes et requièrent un personnel disposant des compétences particulières. C'est dans l'optique d'outiller son personnel pour l'éradication de cette maladie, inscrite dans sa politique nationale de lutte contre les maladies, que le ministère de la Santé publique tient cette rencontre. Le Tchad figure parmi les pays endémiques de la trypanosomiase. À cet effet, le gouvernement de la République du Tchad, sous la clairvoyance du chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno, s'était engagé résolument à mettre en œuvre toutes les stratégies pouvant contribuer à l'élimination de cette pathologie comme problème de santé publique en adéquation avec la feuille de route de l'Organisation mondiale de la santé et l'initiative Programme africain d'éradication de la trypanosomiase. À la fin de ces travaux, il sera question de mettre en place des dispositions et outils nécessaires devant permettre de diagnostiquer et traiter cette pathologie qui s'inscrit dans la politique nationale de la santé publique 2030. Et puis dans l'optique d'améliorer la santé publique à travers le contrôle et la prévention des maladies liées au mode de vie des populations, la faculté des sciences et de la santé humaine de l'université de N'Djamena organise un atelier de formation en faveur des enseignants et étudiants de la dite faculté. Mahamata Seyd Abakar nous en parle. Les enseignants et étudiants de la faculté des sciences de la santé humaine, FSH, sont à l'école du savoir. Ils se forment sur le thème Lifestyle Medicine Workshop, dit en anglais Perspective de sensibilisation à la médecine de bien-être, et cela en corrélation avec la forte croissance démographique en Afrique en général et au Tchad en particulier. Une formation qui vise le rayonnement de la faculté des sciences de la santé, à entendre le doyen de cette faculté, Ali Mohamed Moussa. C'est ça notre objectif avec le professeur Ibrahim Bani, qui aujourd'hui on a tendance à mener cette faculté vers le pays du Moyen-Orient et vers les États-Unis. Donc on espère qu'on va mettre un paquet pour que cette faculté doit figurer sur la liste des facultés reconnues. Avec des exemples tirés du système sanitaire des pays comme les États-Unis d'Amérique, le professeur Ibrahim Bani, spécialiste en santé et nutrition, entretient l'assistance sur le concept de la santé publique et son importance en vue de contrôler et de prévenir les maladies liées au mode de vie des populations. Selon le conférencier, pour prévenir les différentes maladies liées au mode de vie, telles que les maladies cardiovasculaires et le diabète, il faut éviter le tabac, consommer 5 fois des fruits et légumes par jour, pratiquer le sport et bien gérer ses stress. Des gestes tout à fait simples mais déterminants pour une bonne santé. Il s'est ouvert ce matin dans la capitale un atelier de dissémination du plan intérimaire pour l'éducation au Tchad ainsi que du projet de renforcement pour l'éducation et l'alphabétisation au Tchad, une initiative du ministère de l'Éducation nationale et qui vise à promouvoir le système éducatif tchadien. Mohamed Souleymane. Pour redresser et améliorer davantage la qualité du système éducatif tchadien, le gouvernement, de concert avec ses partenaires techniques et financiers, entend mettre sur place une stratégie pour atteindre les objectifs fixés en matière d'enseignement dans la perspective de la vision 2030, le Tchad que nous voulons. C'est dans cette optique que se tient cet atelier de dissémination du plan intérimaire pour l'éducation au Tchad et du projet de renforcement de l'éducation et de l'alphabétisation au Tchad. Cette rencontre a regroupé les responsables des partenaires techniques et financiers, les techniciens des ministères en charge de l'éducation, du ministère de la formation professionnelle, du ministère de l'enseignement supérieur et celui de la femme et de la promotion de la petite enfance, ainsi que des délégués provinciaux à l'éducation et à la jeunesse. 2 jours durant, les participants auront à examiner ces 2 documents soumis à leur appréciation par les ministères de tutelle et les partenaires techniques et financiers. Il est donc important que tous les acteurs prenants du secteur éducatif soient bien informés de la stratégie nationale en éducation et des interventions clés pour sa mise en œuvre. Nous sommes tous d'accord que le plan intermédiaire pour l'éducation au Tchad, le PIET 2018-2020, est notre référence pour avancer l'éducation au Tchad. Pour le secrétaire d'État à l'éducation nationale et à la promotion civique, le gouvernement ne ménagera aucun effort pour appuyer ce secteur.
faisant de l'éducation et la formation professionnelle son premier levier pour le développement économique et social, et s'alignant sur les ODD 4 du gouvernement de la République du Tchad sous la clairvoyance de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, n'a cessé de mener des actions allant dans le sens de l'amélioration de la qualité de notre système éducatif. Plan de réalisation et investissement, ainsi que les rencontres nationales et internationales de haut niveau sur le secteur de l'éducation au cours de ces dernières années justifient cet engagement gouvernemental. Lamine Moustapha d'ajouter que cette nouvelle stratégie prendra en compte l'ensemble des secteurs depuis les préscolaires jusqu'à l'enseignement supérieur. Les travaux de la session ordinaire du conseil municipal de la ville de N'Djamena consacrés au budget remanié de l'exercice 2019 se sont ouverts ce jeudi. Les conseillers municipaux de la commune de N'Djamena auront à plancher sur l'adoption de la synthèse générale des travaux et examiner le projet du budget remanié. C'est le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Diber Younous, qui a présidé la cérémonie. Christelle Garlemdana. Les conseillers municipaux de la mairie centrale sont en session ordinaire de l'année 2019. Objectif, adopter la synthèse générale des travaux de la session ordinaire du 30 au 31 janvier 2019 et examiner le projet de budget remanié 2019. Le projet de budget primitif 2018, soumis à l'examen, est en légère augmentation par rapport à celui de 2019. J'ai le plaisir de vous soumettre pour examen le projet de budget remanié qui s'équilibre en recettes et en dépenses à 8 milliards 856 millions 182 195 francs CFA contre 8 milliards 301 638 722 francs CFA au primitif, soit une augmentation de 4,6%. Ainsi, il ressort que cette réalisation en recettes période s'élève à 4 milliards 815 millions 072 727 contre 4 milliards 100 millions 409 000 qui est encourageant. Nous avons jugé nécessaire d'apporter quelques modifications sur certaines lignes. Pour faire face aux défis auxquels la municipalité est confrontée, il importe aux organes exécutifs et délibérants de conjuguer leurs efforts pour mettre en place une véritable stratégie de mobilisation de certaines recettes, relève le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena. Nous avons une commission qui est là pour gérer tous les budgets au niveau des différentes communes ainsi que la commune de N'Djamena avant que le budget soit approuvé par vous. Donc, il faut nous envoyer le projet à temps et tenir compte également des investissements dans vos budgets. Parce que le constat que j'ai tenu à faire avec tous les budgets des différentes communes, il n'y a aucune ligne d'investissement. Le budget est fait pour que la population aussi profite. C'est l'argent de la population. Au cours de cette session, les conseillers feront le bilan de leur réalisation lors des intercessions. Une session marquée aussi par l'élaboration d'un plan apurement des dettes dont l'exécution sera confiée à l'exécutif municipal ainsi qu'à l'évaluation de la prochaine session extraordinaire. Gaoui, localité située à une dizaine de kilomètres de la ville de N'Djamena, vit de la poterie depuis plusieurs décennies déjà. Cette principale activité économique de la localité est une affaire exclusivement féminine. Ce matin, le site a reçu la visite de la directrice générale de la Maison de la Femme et sa délégation. Les détails avec Thomas Ousmane Djali. Promouvoir le patrimoine ancestral en ce qui concerne la poterie, principale activité économique de la ville de Gaoui, et encourager le génie créateur des femmes de cette localité, ce sont les 2 points inscrits au menu de cette visite de la directrice générale de la Maison nationale de la femme. Accompagnée de son staff administratif, Amina Priscille Longo, accueillie par le sultan de la localité, se rend chez les femmes créatrices de ces œuvres d'art. Nous, à la Maison de la Femme, c'est ce genre d'objectifs, c'est ce genre de réalisations qui nous tiennent à cœur. Et donc, nous leur réitérons notre engagement, notre soutien à toujours les soutenir, à toujours leur donner l'appui qu'il leur faut
et que ce patrimoine qui est un patrimoine national ne soit pas seulement attribué à Gaoui, mais à tout le Tchad profond. Devant cette assemblée, la directrice générale adjointe de la Maison de la Femme Fatimé Madjani, la directrice de la formation professionnelle Zéné Batidjani Ali et le directeur d'appui psychosocial aux victimes des violences basées sur le genre Nang Toyingue Ronel se sont relayés pour entretenir les femmes sur l'importance de leurs activités dans la vie socio-économique du pays. Il a aussi été question de les renseigner sur la disponibilité des formations devant leur permettre de s'épanouir économiquement ainsi que leurs droits. Pour le sultan Hassan Abdoulaye Mohamed, la poterie fait partie intégrante de sa localité. Il remercie par ailleurs la délégation et promet d'être au service de ces femmes qui se battent pour leur autonomisation. Le sultan prévoit de construire un grand atelier en faveur de cette activité. La remise de l'attestation au sultan pour son soutien et celle des cadeaux à la délégation ont clos cette visite. Le Centre pour le dialogue humanitaire lance un projet pour la médiation agro-pastorale au Sahel. Ce projet se propose de résoudre les conflits intercommunautaires par le dialogue et la médiation. Adef Amat Benrama. Contribuer à la résolution des conflits intercommunautaires dans l'espace Sahel par le dialogue, tel est l'objectif que se fixe le Centre pour le dialogue humanitaire, organisation des droits suisses financé par l'Union européenne. Le projet Médiation agro-pastorale au Sahel pour la résolution des conflits intercommunautaires qui vient d'être lancé regroupe 5 pays qui sont le Tchad, le Niger, le Mali, le Burkina Faso et la Mauritanie. Ce projet vise essentiellement, dans un premier temps, à structurer et appuyer les leaders dans les efforts de médiation autour des conflits liés aux ressources naturelles. Dans un second temps, à accompagner les réseaux dans la médiation des conflits dont les enjeux dépassent les capacités des médiateurs communautaires et enfin faciliter le dialogue entre les communautés et les autorités sur les enjeux agro-pastoraux au niveau local, national et régional. Dans leur message, les leaders communautaires rassurent d'apporter leur contribution à cette mission et sollicitent l'appui des plus hautes autorités et des ONG. L'Union européenne a également réitéré son soutien. L'Union européenne entend donc apporter sa contribution à la stabilisation sécuritaire et à la cohésion sociale dans l'espace du G5 Sahel. C'est pourquoi elle soutient ce projet qui nourrit de grandes ambitions. Ce projet est favorablement accueilli par le ministère de l'Élevage et des Productions Animales. Je me réjouis du démarrage du projet Médiation agro-pastorale car il apportera sans nul doute une plus-value aux efforts du gouvernement dans la quête de la paix et de la quiétude entre toutes les communautés. Fondé en 1999 à Genève en Suisse, le Centre pour le dialogue humanitaire a pour mission la contribution à la prévention, à l'atténuation et à la résolution des conflits par le dialogue et la médiation. Le gouverneur de la province du Kanem, Hassan Terap, a officiellement installé le nouveau délégué à la production, à l'irrigation et aux équipements agricoles de la province, Madame Rassem Djimadji. C'était en présence des autorités civiles, administratives et militaires de la localité. Ousmane Idriss Dakoum. Une femme à la tête de la délégation de la production, de l'irrigation et des équipements agricoles de la province du Kanem. Elle s'appelle Rassem Djimadji. Elle remplace à ce poste Maï Ali Taher. Les auspices de la cérémonie sont placés sous la présidence du gouverneur de la province du Kanem, Hassan Terap, et de plusieurs autres cadres administratifs de la dite province. Faisant le bilan de son parcours à la tête de la délégation de la production, de l'irrigation et des équipements agricoles, le délégué sortant Maï Ali Taher dresse un bilan satisfaisant. Pour sa part, le gouverneur de la province du Kanem, Hassan Terap, le choix porté sur une femme pour diriger la dite délégation cadre parfaitement avec la politique du genre prônée par les plus hautes autorités de la 4e République. Hassan Terap a exhorté le personnel de la délégation de la production, de l'irrigation et des équipements agricoles de la province du Kanem à une synergie d'action pour la réussite de la mission assignée à la nouvelle déléguée. Quant à la nouvelle déléguée, Rassem Djimadji, elle se dit prête à relever les défis et cela avec le concours de tous. L'objectif visé par la nouvelle déléguée, le travail bien fait pour lutter efficacement contre l'insécurité alimentaire dans sa zone.
Une autre installation, celle du délégué à la production, à l'irrigation et aux équipements agricoles de la province de l'Enedi-Ouest. Abdallah Darkala a été installé à Fada par le gouverneur Ahmad Hissène Mougoumi. Reportage Abderrahman Brahim. Nommé par décret numéro 2027 du 4 décembre 2019, Abdallah Darkala, le nouveau délégué provincial de la production, de l'irrigation et des équipements agricoles de l'Enedi-Ouest, a été installé officiellement ce matin, le 8 janvier 2020, par le gouverneur de la province de l'Enedi-Ouest, Ahmad Hissène Mougoumi. Les autorités administratives, militaires et traditionnelles ainsi que quelques civils ont pris part à la cérémonie d'installation. Le numéro 1 de l'Enedi-Ouest a exhorté les délégués provinciaux et les responsables administratifs de la dite province d'appuyer et bien collaborer avec le nouveau délégué. Je vous demande de collaborer avec lui, on va aider, on va collaborer, on va travailler avec lui. Donc à partir d'aujourd'hui, il est comme tous les autres délégués. Après le discours du gouverneur, le nouveau délégué de la production, de l'irrigation et des équipements agricoles de l'Enedi-Ouest, Abdallah Darkala, a saisi cette occasion pour demander aux autorités administratives, militaires, les organisations paysannes et les partenaires de travailler ensemble. Travaillons donc ensemble, parce que nous ne pouvons réussir comme ça. Il est bien d'être reconnu pour son potentiel, mais il est encore mieux d'être pour sa prospérité. C'est ici que réside l'attention de nos plus hautes autorités, en l'occurrence le chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno. Félicitations, bon service et bon vent, ce sont les derniers mots du gouverneur de la province de l'Enedi-Ouest pour encourager le nouveau délégué. Parlons à présent du projet d'appui au secteur de l'éducation au Tchad, PARCET, qui vient de faire un don de moyens roulants et informatiques à la délégation provinciale à l'enseignement et à la jeunesse de la province du Bara El Ghazel, un don réceptionné par le gouverneur de la province Tegen Idibé Berdé. Ahmad Aladou. 17 motos, 11 ordinateurs et 11 imprimantes ont été remis aux planificateurs, aux inspecteurs pédagogiques et aux responsables des centres départementaux de formation des enseignants du primaire du Bara El Ghazel. Ces équipements sont offerts par le projet d'appui à la réforme du secteur de l'éducation au Tchad, PARCEP phase 2. La cérémonie a été officialisée par le gouverneur de la province du Bara El Ghazel en présence de ses proches collaborateurs et des responsables éducatifs de la dite province. Ces moyens roulants et de matériel informatique sont offerts dans le but d'augmenter la performance des activités d'enseignement-apprentissage. Pour le gouverneur de la province du Bara El Ghazel, le général Tegen Idibé Berdé, cet octroi des engins à deux roues et de matériel informatique vient traduire la volonté du président de la République, Idriss Déby Itno, à accorder une place de choix à l'éducation nationale. Le gouverneur d'ajouter enfin que ces engins et ordinateurs doivent être utilisés uniquement dans le cadre des services de l'État avant de remettre officiellement les clés des motos aux délégués. Le délégué à l'enseignement et à la jeunesse du Bara El Ghazel, Moussa Bakarzen, a rassuré le gouverneur de la gestion rationnelle de ces équipements et a invité les bénéficiaires pour un bon entretien. Et puis s'est ouvert ce matin à Boudéa, dans la province du Salamat, un atelier sur le repère en temps des projets de renforcement de la productivité des exploitations agropastorales familiales et résilience. Un projet qui vise à améliorer durablement la santé alimentaire et nutritionnelle ainsi que les revenus des ménages ruraux. Mahamat Abdelbanat. Cet atelier vise à permettre aux parties prenantes provinciales du projet de renforcement de la productivité des exploitations agropastorales, familiales et résilience repères de cerner le contexte du projet afin de s'approprier et contribuer efficacement à l'atteinte de ces objectifs. Le maire d'Aboudéa, Abdraman Abdoulaye Almani, se réjouit du choix porté sur sa ville. Le chef d'antenne repère, Mamad Ahmad Zenala, situe quant à lui le cadre de la rencontre. Au cours de cet atelier, il sera spécifiquement question de procéder à un partage d'informations sur le projet, présenter les activités et les résultats attendus de deux composantes opérationnelles. Dans son adresse, le secrétaire général de la province du Salamat, Mahab Mara, représentant le gouverneur, a salué la présence de l'assistance qui, selon lui, témoigne à suffisance l'intérêt accordé au développement rural. Le choix de la province du Salamat en général et du département d'Aboudéa en particulier n'est pas fortuit pour la simple raison que le département dispose d'immenses potentialités agro-silvopastorales et halieutiques sous-exploitées. Renforcer la résilience des populations rurales
du département d'Aboudéa, souvent presque impuissante face aux effets néfastes du changement climatique, constitue pour nous une bouffée d'oxygène. Mara salue ensuite les efforts sans relâche du chef de l'État en faveur du monde rural. Le repère est le fruit de la coopération entre le Tchad et le FIDAM pour la lutte contre l'insécurité alimentaire et de vulnérabilité structurelle des ménages ruraux de la. Le centre de formation Tekwin, l'anglais pour tous, de concert avec 12 clubs d'anglais de la capitale, ont organisé cet après-midi une journée porte ouverte. À cette occasion, 82 lauréats de la 5e promotion du centre Tekwin ont reçu leurs attestations de fin de formation en anglais. Mamad Oumar Moursal. L'apprentissage de l'anglais attire davantage la jeunesse tchadienne. Vu son importance dans le développement socio-économique sur le plan mondial, le jeune ne se lésine pas sur les moyens pour apprendre la langue de Shakespeare. C'est dans cette perspective que 82 jeunes tchadiens de la 5e promotion reçoivent leur attestation de fin de formation. Ils sont tous issus du centre de formation Tekwin, anglais pour tous. Et c'est après 45 jours de formation en anglais gratuit et intensif. À travers des connaissances capitalisées, ils seront désormais appelés à intégrer le marché de l'emploi. Selon le fondateur du centre de formation Tekwin, Béchir Hamid Youssouf, son institution a formé plus de 600 jeunes depuis sa création en février 2019 et se fixe désormais pour mission la promotion et la valorisation de la langue anglaise au Tchad. Il salue par ailleurs le travail abattu par le corps enseignant, tout comme sa disponibilité à offrir un enseignement de qualité aux apprenants. Les partenaires et les enseignants du centre demandent à leur tour aux récipiendaires de s'intéresser davantage à la lecture des œuvres anglaises pour se perfectionner et améliorer leur niveau. En sport, sachez que dans le cadre des éliminatoires pour l'Afro-Basket 2021 au Rwanda, les joueurs de l'équipe nationale sont en préparatif. Le Tchad aura pour adversaire le Gabon et la Guinée équatoriale. Les matchs se joueront du 14 au 19 janvier 2020 à Malabo. Dianodi Nestor. Après leur performance moyenne à l'Afro-CAN, organisée à Bamako au Mali, les basketteurs tchadiens se remettent en chaîne pour relever le défi. Un défi qui consistera à éliminer la Guinée équatoriale et le Gabon pour se procurer le ticket de la qualification afin de rejoindre les qualifiés de l'Afro-CAN 2019. Face à ces adversaires irrédoutables, les joueurs tchadiens doivent se battre bec et ongle pour se qualifier à l'Afro-Basket 2021 qui se déroulera à Kigali au Rwanda. Bien que déterminé, le manque de championnat national a été l'un des éléments démotivateurs selon l'entraîneur national. Nous avons commencé avec un peu de retard et là je crois que nous ne sommes pas encore au top. Bien que la date s'approche, mais nous ne sommes pas au top puisque notre championnat n'a pas été très fameux et que les joueurs n'avaient rien en jambes, ils n'avaient pas la condition physique. Il fallait chercher la condition physique avant d'entrer dans la tactique et dans les techniques et tactiques. Et là, l'équipe n'est pas encore au top. Pour le directeur technique national, son équipe rencontre plusieurs difficultés. Et je dirais que les difficultés se résument en termes d'infrastructure. Alors qu'on aimerait être dans la salle de Diguel, parce que la salle de Diguel répond quand même aux normes. Malheureusement, nous sommes ici. Ça laisse voir que ce sont les difficultés. Autre difficulté réside aussi au niveau de la récupération des joueurs. Les joueurs s'entraînent sans récupération et c'est déplorable. Et c'est aussi le suivi médical. Vous avez constaté tout à l'heure qu'il y a un qui s'est fait mal à l'œil. Mais s'il y a un médecin, je pense qu'il allait se pencher pour regarder quelle est sa situation. Malgré les manquements constatés par le staff technique, les acteurs, eux, se disent avoir un seul mot d'ordre, celui de se qualifier pour l'Afro-Basket en 2021. On est déjà habitué à ce genre de compétition. Et la préparation, c'est presque la même chose. Donc on a toujours le moral haut. Ce qu'on peut dire au peuple, c'est qu'il compte sur nous, comme d'habitude. On va tout faire pour se qualifier. Prévu du 14 au 19 janvier de cette année, à Malabo, en Guinée équatoriale, ces éliminatoires pour l'Afro-Basket est le dernier virage des Sao où tout va se jouer.
Il faut noter que les équipes sont réparties en 5 zones, à savoir la zone de l'Afrique centrale, du nord, de l'est, de l'ouest et celle de la zone de l'Afrique australe. Page noire avant de refermer cette édition. Décédé le 31 décembre 2019 à la dépouille mortelle de feu Joseph Dimrangar Dadnadi a été inhumé hier dans son village natal. De grandes personnalités de la République, les autorités locales, parents et amis lui ont rendu un dernier hommage. Kandoba Théophile. C'est dans la cour de sa concession des Bébopènes, apprêtée pour la circonstance, que le cercueil a été déposé sous la tente où les enfants et les membres de la famille ont pris place. Les obsèques ont commencé par des prières et des louanges. Se sont suivis les témoignages des amis, des services, des camarades, des militants du Cap-Sur, ceux des partis de l'opposition démocratique, les parents, les chefs traditionnels du Mandoul occidental et les connaissances. Il fut utile à la patrie et à la République. Et je crois que les années que nous avions passées ensemble ont démontré la qualité de cet homme qui était à l'écoute, qui avait la conviction, qui avait la rigueur et qui aimait le travail bien fait. Avis partagé par le gouverneur de la province du Mandoul, Lucie Biasimda, qui a au nom du chef de l'État, Idriss Déby Itno, et du gouvernement présenté ses condoléances aux familles et aux camarades du parti éprouvé. La présence massive des Tchadiens de tous bords lors des obsèques de feu Dimrangar Dadnadi, hier à N'Djamena et aujourd'hui à Bébopène, démontre pleinement la qualité de ce grand homme d'État qui corrobore à la vision rassembleur de son Excellence, M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, qui affirme sans cesse que le Tchad est un et indivisible et que tous les Tchadiens doivent être unis à la valeur de la paix, de la concorde nationale et de l'amour du prochain. Après la visite du corps et la signature du cahier de condoléances, le cercueil a été transporté pour être mis en terre dans la dite concession. Ainsi, 65 ans après avoir vu le jour ici, à Bébopène, Dadnadi Joseph Dimrangar se repose désormais sur sa terre natale auprès de ses ancêtres. Sur ce se referme cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Télé Tchad.